Bonsoir tout le monde, nous voici pour le premier webinaire Atelier Partage que j'ai renommé pour cette saison. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment choisir ses skis, en fait tout ce qui est en relation avec le cambre, le type de semelle, le noyau on ne va pas trop rentrer. Je tiens à vous dire d'abord que je ne vais pas faire de la promotion pour les marques, donc essayez de me poser plutôt des questions techniques sur les skis en général et pas sur une marque en particulier. Si vous voulez des réponses en particulier, eh bien, ce sera plutôt une conversation privée. Voilà. Ce webinaire n'est pas sponsorisé, donc en fait, là, je raconte ce que je veux, de ce que je veux, et avec mes compétences et mon expérience que j'aimerais partager avec vous depuis déjà 1 an. Voilà. Donc, une petite introduction en attendant que les autres arrivent. Voilà, ben, je me représente au cas où, il y en a qui oubliaient. Je m'appelle Alexandre Napin, je suis le créateur de la marque Dragon Ski. C'est plus de 20 ans en fait, c'est 15 ans dans le milieu de la compétition comme technicien et comme entraîneur dans le biathlon et 10 années auparavant comme ingénieur de recherche pour trouver des solutions aux problèmes que rencontraient des fédérations, des équipes pro et des athlètes. Donc voilà, je me suis situé. Aujourd'hui, eh bien, on va passer par le programme d'aujourd'hui. Le programme, Miss. Voilà, merci Victoria. Donc, il y a déjà un message. Bonsoir. Ici, c'est commencé. Ça ne fonctionne pas, hormis une page qui tourne en boucle. Est-ce qu'il y en a qui, idem pour moi? Vous m'entendez? La configuration. Allez. Espera, voy a... Oh, mételo de pausa. Sí. Bonsoir tout le monde, désolé pour ce petit contretemps. L'an dernier, j'avais improvisé la première séance et ça s'était bien passé. Aujourd'hui, eh bien, ça s'est mal passé. On s'est trompé dans les liens. Voilà, je m'excuse. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire à travers le chat si vous me recevez? C'est arrivé? Il y a un petit décalage normalement. Ok. Pascal Millot. C'est ok. Parfait. Voilà, l'an dernier j'ai improvisé, cette année, eh bien, j'ai voulu faire pareil et ça n'a pas marché. Donc je reviens sur ce que j'ai dit et que vous n'avez pas entendu. Donc cette année, bien, j'ai renommé les webinaires en atelier partage pour que ce soit un peu plus descriptif et que Google me référence un peu mieux.
J'espère que cette année, je vais aussi partager aussi bien que l'an dernier mon expérience. Vous avez été en général très satisfait de cette initiative. Maintenant, alors en fin d'année, on avait fait un quiz. J'ai vu qu'il y avait un certain niveau. Maintenant, je pense qu'on peut taper une étape au-dessus. On va pouvoir voir les choses un peu plus en profondeur. Pour ceux qui débutent et qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Tout le monde vous le dira, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de questions bêtes. Je répète, je reprends les choses. J'essaie de me mettre à votre niveau technique. Et sinon, on passera dans du privé via WhatsApp. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez, vous savez très bien que je vous assiste. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me représenter en une petite minute. Je suis Alexandre Napal, créateur de la marque Dragonski. Ça fait 20 ans qu'elle existe. Avant ça, une dizaine d'années avant, j'ai été ingénieur de recherche pour trouver des solutions dans ce milieu-là, alors que je n'y connaissais rien. J'ai pratiqué le ski comme vous tous depuis tout petit, mais en fait, dans le milieu de la compétition, du fart, de tout ce qui est application, tout ça, je ne connaissais rien. Donc voilà, c'est des équipes, des nations, des marques qui m'ont sollicité pour pouvoir leur donner un petit coup de main et avoir un focus différent. Parce qu'on est dans un milieu où c'est très très empirique, il n'y a pas de base scientifique, où les quelques-unes qui sont disponibles elles sont obsolètes ou pas revues à jour. Je pense qu'il y a aussi le marketing qui s'est un peu incrusté et aujourd'hui euh, on entend tout et des fois des choses bien et des fois n'importe quoi. Voilà, donc j'essaye de vous expliquer le plus simplement possible les phases pour un fartage ou comme aujourd'hui, comment choisir ses skis en partant du principe que vous avez peut-être déjà des skis ou vous allez vous en acheter. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vous expliquer un petit peu à quoi correspond l'aspect technique d'un ski, comment l'identifier et comment après le typer. Parce qu'un ski qui fait tout, c'est compliqué. Voilà. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être pourquoi on doit contrôler le cambre, la construction d'un ski, comment il est fait à l'intérieur, ce que sont les valeurs H, R et FA, je les expliquerai juste après. On va faire une mesure digitale avec ce banc, c'est un banc de test pour mesurer les cambres. On va faire la même chose, c'est-à-dire je vais vous expliquer une astuce à travers une feuille A4, hein, comment essayer de retrouver les mêmes valeurs ou identifier si le ski vous correspond ou pas. Après, on va parler brièvement des semelles, semelles froides, semelles intermédiaires. Il y a aussi des semelles warm, chaudes, mais c'est très particulier. Et puis après, je terminerai par une petite pratique. C'est le premier fartage de la saison, c'est-à-dire on déstocke les skis et qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. S'il y a des questions, j'espère qu'elles viendront un peu plus tard. Donc, pour parler de pourquoi on doit contrôler le ski, je vous ai expliqué depuis déjà l'an dernier. Dans les années 60, c'est déjà prouvé, on skie sur un film d'eau. Donc ce film d'eau, il est produit par la friction de la structure, la microstructure de la semelle, par votre pression du pied contre la neige. Ça frictionne, ça produit un film d'eau. Le fart, il intervient dans deux domaines. Un, il est un antioxydant, c'est-à-dire il va protéger de l'oxydation la semelle, et de l'autre côté, il va gérer ce film d'eau. Si on a trop d'eau, on est scotché, vous avez déjà vu ça rapidement, hein, quand on passe dans des zones trop mouillées, ouf, on a un coup de frein. Et inversement, quand vous êtes dans des neiges très très sèches, eh bien ça crisse et il n'y a pas de film d'eau. Donc les choix des produits, c'est en fonction du type de neige et pas forcément que de la température. La température de la neige, l'humidité, l'historique de la neige, parce que je pense que vous avez tous retenu comment on choisit le fart, c'est à travers un historique de la dernière chute de neige, comment le flocon va se transformer au fur et à mesure du temps, avant une course, avant un entraînement. Et puis, j'ai perdu le nord. Euh, voilà, donc on va passer maintenant. Ah oui, pardon, pourquoi contrôler? C'est parce que si vous ne mettez pas votre ski à plat sur la neige, vous ne produisez pas ce film d'eau. Ou vous le produisez sur les points, sur ce qu'on appelle les points d'appui du pont, où c'est saucissonné. Donc c'est pas une glisse et pas une bonne sensation au niveau de la glisse. Donc voilà pourquoi on doit contrôler le cambre de son ski et puis essayer de choisir, et même si vous n'avez pas un ski qui vous correspond, on va le typer parce que vous verrez qu'avec les valeurs qu'on a entre HR et FA,
on arrive à trouver un petit peu à quoi va servir ce ski. Donc je vais commencer par la construction d'un ski. Alors la construction d'un ski, j'ai récupéré le noyau, voilà. Non, la source c'est Fisher, j'ai essayé de trouver chez quelqu'un d'autre, je n'ai pas trouvé. Donc vous avez... Oui, c'est bon, c'est mieux là. Donc on part de la semelle, vous avez un bout de semelle, c'est la feuille noire, une interface pour que la semelle colle avec la résine à la fibre de carbone. Vous voyez, on a des unidirectionnels, alors une, deux, trois, ça va dépendre des fabricants. C'est du pultrudé, c'est-à-dire que pour avoir l'équivalent d'une fibre de X millimètres, on s'est aperçu que si on étirait les fibres avec une forte tension et qu'on les pré-réticulait, c'est-à-dire qu'on les pré-imprégnait de résine, on avait de meilleures performances mécaniques au niveau de la fibre. Son comportement est plus linéaire, il est optimisé et il est largement au-dessus. On a baissé en poids puisqu'on est jusque sur une petite feuille en unidirectionnelle, hein, c'est la bande noire, noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Après, vous avez un noyau, alors là je viens de le découvrir, le noyau. Le noyau, il est en... Alors, celui-là, je ne pense pas qu'il est en aramide. Hein. Le nid d'abeille, c'est vraiment une ruche d'abeille. La plupart du temps, il est en aramide. Et vous avez deux champs en bois sur les côtés. Alors, il y a un fabricant que je ne nommerai pas qui avait fait, pour économiser, parce que l'aramide, le Nomex, tout ça, ça coûte hyper cher. Ça vient du monde du spatial. Et bon, maintenant c'est industrialisé, en tout cas c'est quelque chose qui a été appliqué dans le milieu du spatial, donc c'est hyper cher. Ça doit être aussi hyper cher à fabriquer. Donc ils sont partis, donc ce fabricant est passé sur du carton. Et on avait des soucis au niveau du fartage, quand on fartait les Serra, les trucs comme ça, on commençait à voir les semelles qui s'enfonçaient. Donc pour ceux qui savent quelle marque, vous savez de quoi je parle. Là, on voit qu'il y a un intercalage entre le carton ou le composite, je ne sais pas, hein, je n'ai pas regardé la définition. D'ailleurs, il y a de moins en moins de données techniques qui sont fournies sur les sites. On voit qu'il y a des lamelles de bois intercalées avec ces petites vagues qui ressemblent à une nid d'abeille, mais ça n'en est pas un. Voilà. Après, sur les champs, vous avez du bois, la plupart du temps du hêtre, pardon. Ce bois, la plupart du temps, il est à 11% d'humidité. Je vais vous expliquer après pourquoi. Il faut qu'il soit pas trop sec et surtout pas trop humide. Sinon, quand on chauffe au pressable, bouf, ça gonfle et ça déforme. Après, vous avez de nouveau une fibre, une autre unidirectionnelle. Vous avez un cap, ce qu'on appelle un cap. En bout de spatule, vous avez d'autres types de fibres. Si tu peux me la mettre, la fibre. Vous avez des fibres bidirectionnelles. La plupart du temps, elles sont positionnées sur les spatules, sur les parties où on a besoin de torsion. Un ski qui s'appuie, pardon, quand il y a un relief comme ça, bien, il faut qu'il tourne sans décoller le talon du ski. Donc, ils utilisent aussi ce genre de fibres. Et après, on parlera des semelles. La semelle, alors moi j'ai retrouvé une... c'est compliqué la messe. J'ai retrouvé une donnée technique, ce qu'on appelle une datasheet, de chez IMS. C'est un des deux fabricants de semelles. Vous avez Isosport, c'est allemand, qui produit les Isospeed, des semelles de haute qualité. Par contre, ben, maintenant, il y a très très peu de données. Il n'y a quasiment rien sur le poids moléculaire, ni sur élasticité peut-être. Alors, il y a la dernière colonne, il ne faut pas faire attention, ça on a démonté cette théorie. D'ailleurs, celui qui peut trouver la norme C9745 qui m'appelle, il aura un cadeau. Donc voilà, je vous ai mis surligné la PTEX 2000 et la PTEX 4000. Alors, je vais vous parler de ces semelles-là parce que je m'en suis servi. J'ai fabriqué les skis de saut de mon fils, Kevin, qui a été sauteur jusqu'au groupe relève à la Fédé. Et donc j'ai dû, quand Rossignol a arrêté de fabriquer, parce qu'il sautait avec Rossignol, on pouvait partir sur notre marque, et vous me connaissez, j'aime les aventures, donc je lui ai fabriqué ces skis de saut. Donc j'ai demandé à IMS et à Isospeed des échantillons de semelles,
Et voilà, je voulais vous présenter les deux, c'est ça qu'ils m'ont envoyé, la PTX 2000 et la PTX 4000. Vous verrez la seule différence en gros, hein, c'est le double au niveau du poids moléculaire, c'est-à-dire beaucoup plus de molécules à la quantité de volume. Et les densités elles restent à peu près pareilles, hein, on voit très peu. Module d'élasticité, eh bien, il est plus grand sur une intermédiaire. Donc la PTX 2000, c'est ce qu'on appellerait une semelle pour neige intermédiaire. La PTX 4000, eh bien, elle a la même densité, mais elle a un haut poids moléculaire. Par contre, elle est moins élastique. Donc tout ça, c'est pas pour vous balancer des données comme ça un petit peu par-dessus, c'est simplement pour dire que une semelle froide, nous ce qu'on a vu, c'est que c'est compliqué de farter et de faire retenir le fart dessus. Une semelle chaude, hein, la PTX 2000, c'est moins compliqué. C'est pour ça que la plupart du temps, dans certaines marques, on a des semelles plus. Je parle notamment de Fischer parce que je l'ai connu depuis de longues années, où on pouvait passer sur des neiges jusqu'à moins 12, moins 15. D'accord. La cold, la semelle cold, par contre, passer moins 8, on ne pouvait pas. Quoi. C'était mauvais, c'était pas bon. Donc voilà, le type de semelle, il faut bien savoir, c'est qu'une intermédiaire, c'est beaucoup plus polyvalent. Si vous devez acheter un ski, si vous débutez ou si vous êtes un intermédiaire, alors les pros, on sait que vous êtes super équipés, mais il faut bien choisir ses skis, ses cambres. Par contre, pour les gens qui sont de niveau intermédiaire, restez sur des semelles intermédiaires. Chez Rossignol, par exemple, vous avez le S2, qui est un bon produit pour des neiges intermédiaires. Vous avez Atomic, la Langrad, vous avez chez Salomon, ben, je ne sais pas, j'ai rien contre Salomon, c'est que Mathieu Noli, tu ne m'as pas envoyé de ski, donc je ne peux pas parler de tes skis. Mais ceux-là, je les ai payés, donc j'ai rien à voir avec les fabricants. Donc pour revenir au type de semelle, chez Matchus aussi, après on va revenir sur Rossino par exemple, ils ont du S1, c'est pour les neiges froides compactes, ça correspondrait à une PTX 4000, donc des neiges très particulières, très froides. Pour ceux qui courent à baissant, qui jouent le podium, je comprendrais d'avoir ce genre de ski, parce que là-bas c'est hyper froid, hyper dur, toujours en début janvier. Mais le résultat, on reste sur un produit intermédiaire parce on a des neiges plutôt tempérées par ici. Hein. On a beaucoup de chutes de neige. Ça tombe, ça ramollit, il y a des coups de froid. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On ne reste pas comme dans des neiges finlandaises. Ça neige, pardon, ça neige et ça reste toute l'année parce qu'on a à peu près le même climat. Voilà pour les semelles. Alors, si vous avez des questions, je veux bien, avant que j'attaque ce qu'on appelle une mesure digitale. Ah non, pardon, avant on va parler des valeurs HR, HF, FA, pardon. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'on vient de voir? Construction de ski et pourquoi contrôler le ski? Bon, avant peut-être à arriver juste après, je vais vous parler des valeurs HR. Alors HR c'est pour hauteur résiduelle et FA pour force appliquée. Alors la hauteur résiduelle, c'est ce qu'on va mesurer en pressant le ski à 35 kg. Pourquoi 35 kg? Parce qu'on est parti du principe, à l'époque en tout cas, quand j'en discutais avec les fabricants, on partait du principe que le poids moyen d'un athlète c'est autour des 65-75 kg. Donc dans cette tranche-là, on a tranché en deux, on a dit 70, on prend 35, ça représente un appui. Pourquoi les flancs en bois et pas résine ou carbone? En fait, tu n'as pas vu, mais derrière, tu as le cap. Le cap. Pourquoi en résine? Parce que ça serait intordable. Le bois, ça a des propriétés mécaniques géniales, c'est quand même hyper résistant. On n'arrive pas à faire la même chose avec du composite. On a essayé à faire ce qu'on appelle une boîte de torsion, quand tu mets du champ sur les deux côtés, comme ça, là c'est verrouillé, ton ski est inskiable, c'est une baramine. Voilà. Donc on a laissé tomber. Un des premiers, je crois que c'est Rossignol qui a mis des champs ABS avec le Dualtech de l'époque, des années 2006 je crois. Voilà, donc ils ont mis des champs ABS, il y a le bois, puis après des champs ABS et un bout de cap, hein, le Dualtech. Maintenant on est en cap complet pour la plupart des marques. Voilà Alexandre, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je reviens sur le HR. Le HR, donc la hauteur résiduelle, c'est ce qu'on va... La prochaine fois, je mets le trou à droite.
comme ça. Donc voilà, je vais presser avec cette machine. Donc j'ai un V1 ici qui va presser dans l'axe sur le centre de gravité, 35 kg. Sous ce même point de centre de gravité, je vais mesurer la hauteur. C'est ce qu'on appelle la hauteur résiduelle, c'est le HR. La plupart du temps, il est entre 1,8 et 2,6. Il y a certaines marques comme Rossignol, c'est un peu plus haut, mais ne vous inquiétez pas, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que vous avez, quand on fera le test à la pression sous le pied, on arrive à avoir les mêmes caractéristiques au niveau du ski. Donc cette hauteur résiduelle, moi je vous la donne comme ça, elle est indicative. Sur 90% des marques, c'est à peu près ça, c'est entre 1,9 et 2,5, 2,6. Chez Rossignol, j'ai eu jusqu'à 3,2 et c'était équivalent à 2,6. Donc il n'y a pas de souci. Les points P1 et P2, ce sont les points d'appui de votre cambre. Donc votre cambre, je vais mettre dessus, il est comme ça. Il y a deux points d'appui, P1 et P2, par rapport au centre de gravité. Quand j'appuie à 35 kg, je vais déplacer un curseur jusqu'à ce que j'ai ce qu'on appelle un écart type de 0,8. Alors cette valeur, pareil, je ne sais pas qui l'a sorti, quand, mais c'est vieux, hein, cette machine a au moins 30 ans. Donc vous pouvez imaginer. C'est un protocole qui a à peu près fonctionné. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des protocoles un peu plus pointus, mais on va dire pour l'élite, au lieu d'avoir 35 kg, on va se rapprocher de ce que fait aujourd'hui un athlète en Coupe du Monde ou même en club. Peut-être qu'on est sur du 32 kg. Vous voyez ce que je veux dire? On a d'autres marges. Là, je vous parle de Monsieur Tout le Monde, 35 kg, c'est très bien. Ça fait l'affaire. L'écart type 0,8. Donc c'est la hauteur résiduelle de 0,8 qu'on va toucher. Quand on va déplacer le curseur, on va atteindre ce point 0,8 et là on aura ce qu'on appelle le vrai cambre. Hein. La distance L1, c'est entre le point haut du ski et le centre de gravité, et la L2 entre le centre de gravité et le talon, la partie arrière du ski, du pont. Donc la force appliquée, après qu'est-ce que je fais? Je repositionne mon curseur sur le milieu et sur le centre de gravité. Et là, je vais presser jusqu'à obtenir 0,8. Et quand j'ai appuyé, j'ai atteint cette valeur de 0,8, j'ai atteint la force appliquée. Alors, la force appliquée, en tout cas pour les athlètes, après pour Monsieur Tout le Monde, je pense que la marge, elle peut être un peu plus large. La force appliquée, votre poids fois 1,2, plus ou moins 3 kg. Vous pouvez étendre ça à plus ou moins 5 kg, parce que quand on fait des sorties, qu'on mange bien gras, ou quand on s'affûte au fur et à mesure de la saison, on va osciller à 3-4 kg. D'accord? Donc ça correspond à quand je suis sur un pied de mon propre poids, j'écrase le ski complètement. Et vous verrez après le test, la feuille elle ne peut pas sortir, même elle casse. Et là vous avez un ski à plat quand vous êtes en train de skater. Voilà. Donc après L1 et L2, vous avez vu, je vous ai dit, là d'ailleurs dans le schéma on voit bien que c'est un peu décalé à l'avant. Le pont, la plupart du temps, il est en avant. La position optimale, parce qu'on ne va pas fabriquer pour Monsieur Tout le Monde et puis pour les athlètes, on demande à l'athlète d'être dans de l'engagement, c'est-à-dire devant son centre de gravité, et pour profiter de ce pont. Hein, c'est la meilleure position technique pour le skieur. Donc le pont, il est un peu plus en avant. Il y a des gens qui skient un peu plus droit et un peu plus en arrière. Vous pouvez avoir des ponts qui sont centrés ou inversement un peu en arrière. Mais ça, c'est souvent à la demande. Pour la construction d'un ski, j'ai oublié de vous dire. En fait, un ski, c'est le même moule. On va caler pour fabriquer ce pont. Mais après, en fait, c'est les conditions de pressage. Comme c'est dépendant de la température de la résine, du taux d'humidité dans le local, et qu'on n'est pas dans des salles blanches, on a des belles usines bien propres aujourd'hui, mais on n'est pas dans de la salle blanche. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des variations de température par rapport à l'atmosphère extérieure ou par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, au bout d'un moment, vous avez les machines qui commencent à chauffer, le local il monte un peu plus en température, et vous avez donc des cambres différents, même si vous avez pressé avec les mêmes cales. Donc on fait quand même 2-3 calages pour 2-3 séries de skis, mais après à l'intérieur même des skis, on n'arrive pas à avoir le même ski. Et d'ailleurs, même sur un même ski, on a différence. C'est pour ça que la plupart du temps, on fait ce qu'on appelle une fabrication au kilomètre. Alors peut-être que ça a changé depuis, en tout cas à l'époque où j'étais plutôt proche du matériel, je me suis aperçu que c'était des paires qu'on fabriquait après. Donc on mesurait au kilomètre tous les skis et après tout ce qui se rapprochait,
on les mettait, on en faisait une paire, on les pareillait. Donc, eh bien, on parlait de cette différence-là qui est importante, due à la chaleur. Une autre chose, c'est pas parce que vous avez acheté un ski avec un pont, un HR de 2,2 et une FA de 70 kg qui correspond à votre poids. Après avoir farté de longues fois, au bout d'un an, 2 ans, on remesure les skis et vous verrez le pont, le HR, il a baissé. Hein, parce que les fibres, elles sont collées avec de la résine époxy qui a un point de fusion, un point de solidification et de polymérisation autour des 90-95 degrés. On les atteint largement avec le fer au fur et à mesure des fartages et on commence à la ramollir, on ramollit, et on perd un peu de camp. C'est pas, du moins, on ne perd pas 1 cm, mais c'est toujours un petit peu. Donc, d'ailleurs, moi j'ai mesuré aujourd'hui des skis à Victoria qui avaient des ponts annoncés à 2,6 et ils étaient à 2,4. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en vois une. HRFA sont-ils des valeurs communes à tous les fabricants? Oui, vous verrez, juste après, j'ai fait des photos des étiquettes de plusieurs fabricants. On a à peu près, sur Whisky S-Lab, je trouve, H4. Ouais, on va essayer de les interpréter après, si tu veux, Pascal. Chacun essaie de se différencier, et d'ailleurs, bah, c'est toujours bien d'être différent, mais la plupart du temps, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est en règle générale ce qu'on va prescrire pour un athlète ou pour un coureur. Un camp qui soit en avant ou au milieu, une hauteur résiduelle, même s'il y a d'autres tests que j'ai fait en plus, hein, qui sont l'énergie restituée, et puis la force appliquée. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. À partir de là, je pense que toutes les autres valeurs, vous verrez sur certaines comme Atomic, qui a été, je pense que ça se rapproche beaucoup de ce qu'a Salomon, puisqu'ils ont sous-traité la fabrication l'un à l'autre là, pendant quelques années. Donc je pense que c'est à peu près ce que tu veux me dire. On va le retrouver, tu verras, juste après. Chez Fischer, il me semble qu'il parle de MF et HR. Oui. Là, je vous l'ai dit en français, cocorico, hein, c'est hauteur résiduelle. Après, les autres désignations, je pense que c'est à peu près pareil. C'est un chiffre qui oscille entre un 9 et 2,6, la plupart du temps 2,7. Vous verrez sur certaines... D'ailleurs, j'ai les photos. Si vous êtes un peu patient, vous verrez, après, il y a un zoom sur les étiquettes, et je vous expliquerai par rapport à la vidéo comment j'ai fait le test de la feuille. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est impeccable. Donc, on vient de voir la mesure digitale. Et bien maintenant, on va passer à la mesure que j'ai fait en offline, parce que là, c'est compliqué. Si je monte sur la table et je la pète, on va pas être bien. Donc, je vais vous montrer la première vidéo. Donc, c'est un Fischer. Voilà. Donc là, Victoria est montée sur un Fischer, pardon. Tu peux mettre l'étiquette au-dessous. Voilà, elle pèse 61,300. Elle m'a dit qu'elle n'était pas contente que j'annonce ça. Vous avez l'étiquette ici de ce ski-là qui lui correspondait. Vous verrez, il y a une HR de 2,14 et une FA de 82,20. J'ai passé la feuille. Vous voyez, Victoria, tu t'es trompée. C'est pas cette étiquette. Il y a son nom dans l'étiquette. Ah, il n'y avait pas d'étiquette, oui. Celui-là, il n'y a pas d'étiquette, c'est celui qu'on va mesurer. Petit raté. On reprend la vidéo, s'il te plaît. Tu éteins et tu la réactives. Voilà. Donc ça, c'est un ski qui lui correspond. D'accord? Elle pèse 60 kg, 61 billets, tout ça. Il faut aussi compter la gourde pour ce... Donc j'ai passé la feuille juste devant. Vous voyez, elle circule. Après, j'ai des difficultés. Et là, on voit qu'elle est retenue. Hein. Appui, 2 pieds, bien répartis. Après, je lui demande de se mettre sur un pied. Donc là, je vais réenfiler la feuille. Je mets juste sous le pied. Je lui dis, tiens, mets-toi sur un pied. Voilà, là, c'est un ski qui lui correspond. Là, regardez, je tire, et elle pète. Voilà, ça, c'est un ski qui correspond à une athlète qui fait 60 kg. Après, on va mesurer ce que j'ai mesuré au niveau du HR et du FA. On va passer sur un ski qui ne lui correspond pas. Donc là, je vais vous montrer, c'est un Fischer. Alors là, c'est pour pas qu'il y ait de trucage. Elle n'a pas pris de poids, c'est bien. Tu mets l'étiquette, s'il te plaît, ce coup-ci. Donc là, l'étiquette, vous voyez, il y a une HR de 2,14 et 82 kg de FA. Regardez, là,
la feuille circule à droite à gauche, elle se met sur une jambe, et pareil, elle circule. Donc en fait, elle ne met pas à plat ce ski. Alors, si vous faites ce test, et ça ne marche pas, du moins, vous avez le même résultat, on va pouvoir typer ce ski. Je vais vous dire sur quel type de neige ce type de ski va vous convenir. Ça ne va pas être une neige du moins intermédiaire, les neiges tombantes, les neiges damées, tout ça. Ça va être sur des neiges qui brassent. Quand on a des neiges qui brassent, là le pont il va être en contact quasiment tout le temps. Il y a cette cambre en plus et beaucoup de force sous le pied pour pouvoir sortir de la neige qui brasse. Donc ce ski-là, d'ailleurs qui a dû courir 2 fois dans sa carrière. Il a couru 2 fois, c'est que dalle. Hein. Sur une mousse de 12 paires, ça veut dire qu'il était trop typé. Donc voilà, si vous avez un ski qui correspond à ça, quand vous faites votre test, si sur une jambe, vous le passez dessous et ça circule, ce ski-là, il n'est pas fait pour aller sur des neiges compactes, des neiges tombantes, des neiges neuves, vous voyez ce que je veux dire, des neiges qu'on retrouve 90% du temps. En fin de saison, ça va brasser, c'est ces neiges qui sont dures le matin et puis après qui cassent. Le plateau des Glières en fin de saison, vous avez ça, au saisie aussi, des fois. Hein, je sais que ces dernières années, on avait d'autres choses, mais en tout cas, ce qu'on appelle des neiges qui brassent, c'est le gros grain qui brasse, quoi. D'accord? Là, ce ski-là, il va aller très très bien. Il sortira bien de la trace et il est bien en contact de par du moins, le côté de la neige qui est un peu qui brasse quoi. En fait, elle sera tout le temps en contact avec la semelle, ça va glisser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il faut un sol vachement plat sur 2 mètres, non? En fait, pas 2 mètres, tu verras. Le point d'appui du pont d'un ski, c'est 35-40 cm maxi devant et une trentaine de centimètres derrière. Donc avec 70 cm bien plat, tu t'en sors bien. Là, j'avais mis du parquet. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une base en aluminium. On va pouvoir le. J'aurais pu faire la mesure, noter pour vous comparer, mais à 1 cm près, on ne se trompe pas avec la feuille. Hein, c'est-à-dire que je fais circuler la feuille, il en appuie sur un pied, et vous verrez que je vais noter du centre de gravité jusqu'à cette longueur L1, et on a bien 30 et quelques centimètres. Et pareillement pour la partie arrière. Oui, bien sûr, il faut être certain. Mais moi, je l'ai fait chez moi. Hein, c'est un parquet, une lamelle de parquet hein, pour la tordre. Il faut vraiment. Moi, la plupart du temps, si j'ai pas ça, je vais en grande surface. Là, ils ont des trucs super bien, super plats. Hein. Ils ont fait un réagréage, du marbre, ils ont tout. Donc, venez, vous partez avec votre paire de skis, vous mettez dans un coin et vous faites le test. Hein, personne ne va vous mettre dehors parce que vous faites un petit test. N'y allez pas tous ensemble, hein, pas tout le club. Et donc, ce test-là, il est fiable. Qu'est-ce que je voulais dire sur la planéité ouais, sur du parquet, ça marche très bien. Sur l'établi pour la cuisine aussi, hein, c'est bien plat. Je ne sais plus comment on appelle ça maintenant en français. Ouais. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire sur la cuisine, vous avez le plan de travail. Voilà. Sur le plan de travail, c'est bien droit, là aussi, vous pouvez le faire. Voilà. Pro bien rectifié, profil, alu, 1 mètre, pro bien rectifié. Un peu plus d'1 mètre parce que après, quand tu vas presser, ça risque de partir sur tous les sens. Moi, je mettrais 1,50 m. D'accord? Tu peux acheter un profil 1,50 m, un profil bien carré, hein, qui ne soit pas flexible. Ne prenez pas un méplat en 1,50 m, ça va tendre. Il faut un fond de piste bien préparé sur un début de saison, sur les pistes neuves, sans s'enfoncer plus. C'était quoi cette question? Lionel, j'ai vu la question. J'ai pas compris la question. Mais on va y revenir. Je pense que tu vas reformuler et ça ira mieux. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de voir? Je vais vous mettre un autre test, hein, parce que ça a été bref. Maintenant, je vais vous mettre un rossignol, voilà. Par exemple, un rossignol qui ne correspond pas à Victoria, mais le stick aussi au-dessous. Voilà une étiquette rossignol, comme on peut le noter en bleu, L1 et L2, c'est 39-39, donc un cambre central. La hauteur résiduelle est de 2,9. Comme je vous avais dit, chez rossignol c'est un peu plus haut, mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours pareil. Là, le test, elle est sur un pied, elle écrase et la feuille passe trop facilement, en fait, elle n'accroche pas.
Sur l'étiquette, on voit un 84 pour la FA, donc on est bien au-dessus de ces 72 kg de FA idéal. Et après, je vais vous montrer un atomique. L'étiquette. T'as quoi hein. Alors, vous voyez, là, c'est moi qui me suis pesé, je fais 71,5. Donc là, vous voyez, ça retient bien, je me mets sur un appui, et là, la feuille est bloquée. D'accord. Et vous voyez bien sur la ticket, d'ailleurs, je ne me souviens plus qui c'est Pascal, je crois, qui me parlait des Salomon. Tu vois, Pascal, là, on voit L1, L2, après il y a un L3. Ah, c'est un truc à eux, là, je sais pas si ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'embrouille. Chez le 2.2, c'est la hauteur résiduelle. Les 71 kg, c'est la force appliquée. Donc, voilà, pour moi, c'est l'idéal. Vous avez vu le test, il l'a confirmé. Et puis le L1 c'est 38 cm, donc on a un pont qui est bien avant, et 25 pour la partie L2. D'accord. Donc d'ailleurs dans le résumé que je vous enverrai dans le mémato, vous verrez, je vous ai mis ici L1 est bien supérieur à L2, là c'est position idéale du skieur, en engagement, dans l'engagement, devant, on va bien aller chercher devant les appuis et on va profiter du pont, du cambre et de sa force de retour parce que c'est une cloche de bosse et la plupart du temps c'est sur summum qu'on a, c'est-à-dire 10-15 cm devant la fixe, c'est là où on a le meilleur retour. Voilà, alors Lionel, oui, il faut une piste dure pour que cette mesure soit parlante. J'ai L137, L2, ça c'est Pascal, pardon, comme c'est les mêmes couleurs de... Donc, tu fais référence à quoi pour la mesure? Piste dure. Tu veux dire le plan dur, pas une piste de ski. Parce que là, pour une piste de ski, pour que cette mesure soit parlante, je ne sais pas. Bon, alors je suis dyslexique, s'il y en a un qui peut m'expliquer, j'y arrive pas. Hein. Excuse-moi Lionel, j'ai... Ou ça se trouve, toi aussi, tu es dyslexique, tu as la moitié de l'histoire dans ta tête. Bon, c'est pas grave. Pascal, tu as L137, tu veux L230, voilà. Oui, une piste dure. D'accord. Ouais, il faut une piste dure. Ne rigole pas, Vic. C'est parce que je fais une tête bizarre. Alors, je vais terminer avec Pascal. Je pèse 81 kg. C'est tout ce que tu as, Pascal? 2,39, c'est bien, c'est bon. On est dans la tranche que je vous ai dit, entre 1,9 et 2,6. Là, c'est un gros cambre, 80 kg. Ce qu'il me faut, c'est la force appliquée. Est-ce que tu as une valeur qui est autour des 70, 80, 90 kg? Pour toi, à mon avis, il faudrait quelque chose autour de 80, entre 78, 79 et 84 kg. Est-ce que tu as ça sur l'étiquette? Est-ce que tu arrives à voir ça? Si tu n'as pas ça, bah, tu fais ton test et puis tu en avoir le cœur net. D'accord. Donc si la feuille circule, si elle ne circule pas, c'est nickel. Votre ski va sur des pistes dures, des neiges compactes, sur des neiges neuves, nickel. Sur des brassées, il va rester au fond. Vous n'allez pas avoir un gros il ne va pas bien s'exprimer au niveau du ski. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que j'ai vu tous les trucs. Ouais. 93 kilos. Bah fais le test, Pascal. Fais le test et je pense que si tu fais 80 kilos, 92, ça fait un paquet très. Ouais, ça fait 12 kilos au-dessus. Ouais, 12 kilos, ça fait beaucoup. Hein, je pense que la feuille, elle va circuler si tu fais bien le test. Donc moi, ce ski-là, je le mettrais plutôt sur des neiges brassées. Je m'en servirais plutôt sur des neiges brassées. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent sur Internet. Sur Internet, il y a de tout, c'est-à-dire que si vous avez des données qui sont quantifiables, si vous avez appelé le commercial et puis vous leur dites bien votre poids, ce que vous voulez, ce que vous recherchez, quel type de profil, et qui vous l'envoie, c'est nickel. Sinon, c'est ce que je recommande la plupart du temps, vous allez dans un magasin, quasiment tous les magasins sérieux aujourd'hui ont une machine à mesurer un cambre. S'ils ne l'ont pas devant pour le faire devant vous,
Ils l'ont dans l'atelier, ils passent les skis à la mesure, si les étiquettes ne sont pas précises, et puis ils vont vous vendre le ski qui vous correspond. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de questions. C'était peut-être pas un webinaire qui plaît. Les semelles, ouais, on en a parlé, semelles froides ou intermédiaires. Okay. Les atomiques. Mais il y en a d'autres. Ah oui, le atomique. On va montrer une autre vidéo du atomique. Si, je l'ai montré. Non. Si, on l'a montré. Toi aussi, t'es cacao. Voilà, ben, j'ai pas plus de questions. Peut-être que tout le monde s'est barré. Non. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais passer sur la pratique par rapport à un ski que je déstocke. Hein, le premier, ce qu'on fait en premier. D'accord? Donc je vais éteindre la machine. Tu me poses une minute. Ah, j'ai une question. Loïc, pour... Ah, ça y est, ça tombe. Voilà. Pour un ski polyvalent, on peut prendre à cher environ 2-3? Oui. 2-2, c'est vraiment la valeur qu'on cherche. Mais 2-3, c'est bien, c'est nickel. Discussion relative au skate. Quid des classiques? Alors, c'est vrai, je n'ai pas parlé des classiques. J'en avais un, mais en fait, c'est pas grave. Je vais vous faire une mesure. Déjà, on va faire une mesure. Je vous montre à quoi ça ressemble une mesure. Donc, j'ai pris un ski à Victoria. Je vais le poser là. Alors, tu vas mettre le zoom. Je vais zoomer sur cette partie-là. Ah, mais j'ai pas beaucoup. Vous voyez, ici, c'est le point de la fixation. C'est où la chaussure, elle s'accroche. Donc, dessus, il y a un V1 que je vais presser, manipuler. Ici, j'ai un curseur qui se balade à droite et à gauche. Moi, je le mets sur le centre de gravité pour la première mesure, comme je vous ai dit. Et là, on a l'appareil. Voilà. Donc, cet appareil-là, c'est italien, ça a 30 ans, je vous dis. Donc là, j'ai aucune pression. Je vais commencer à presser. Et vous allez voir la hauteur résiduelle qui va diminuer. Là, il y a 6,2 mm. En fait, c'est la hauteur du curseur. Voilà, là, on va commencer. Je vais presser jusqu'à 35 kg. Et je vais répondre aux questions juste après. Hop. 2-1. 2-1. Donc, bon, il y a la stabilité, c'est un peu compliqué pour stabiliser le truc. Donc, à 35 kg, j'ai 2-1. Maintenant, je vais déplacer mon curseur jusqu'à que ça sonne. Voilà. Ici, j'ai une mesure de 38. Enlève la caméra pour que je montre où c'est arrivé. Voilà, 38. Je vais déplacer de l'autre côté pour avoir L2. Voilà. Là, il est à 22. Donc, on a un camp qui est vraiment déplacé. Ça, c'est la spatule qui est bien en avant. Pour les compétiteurs, c'est ce qu'on recherche le plus. On va revenir sur le zoom. Maintenant, je remets le curseur à 0. Et là, je vais presser jusqu'à obtenir une hauteur résiduelle de 0,8. Vous voyez, là, ça descend. 1,8. 1,5. 54 kg. 60. Voilà. 80 kg. Ça, c'est la force appliquée pour arriver à 0,8. Je vais quand même le dévisser pour ne pas avoir le cambre souffrir.
En attendant, bon, on est là. Relative au skate. Ah oui, tu as raison de me poser la question. En fait, ce que je viens de t'expliquer, pour la chambre à fard, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a mis 0,08. En classique, des fois, c'est 0,6. Et on va déplacer le curseur. Et là, tu notes ta chambre à fard derrière, ta chambre à fard derrière pardon, et devant. Là, tu as la zone à fartage. Pour les forces appliquées, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on a sous le ski? Je crois que sur le classique, il a des places de 8 cm. C'est pour ça que sur ma table, il y a marqué 8 cm. Pour les skis classiques, je crois qu'on les recule de 8 cm. Sans gravité, moins 8 cm. Donc, ouais, c'est un protocole particulier pour le classique, mais ça reste les mêmes mesures, force appliquée, hauteur résiduelle, qui sont beaucoup plus hautes. Et le pont, en fait, la définition du cambre. Alors là, on est sur des FA et HA pour du skate. Les précautions en classique, ouais, je viens de l'expliquer. Donc, il aurait fallu que je sorte une paire de skis classiques. Je pourrais le faire dans le prochain webinaire. Parce que là, il faut que j'aille à l'atelier, j'ai pas le temps. Ça va être un peu compliqué. En magasin samedi, en pleine saison, tu es sûr qu'il va tester un parc de ski pour trouver le bon? Non, Lionel, il ne va pas le tester quand tu es là. Il faut l'appeler le jeudi, le mercredi. Tu dis voilà, je vais passer samedi, est-ce que tu peux me mettre de côté une paire de skis? D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui compte, hein. Il y a aussi votre niveau de ski. Si vous êtes droit, si vous êtes en avant, il y a tout ça qu'il faut il faut être honnête avec soi-même déjà et expliquer les choses correctement, en tout cas vous définir correctement. Si vous êtes plutôt droit, vous n'êtes pas dans l'engagement, n'allez pas dire que vous êtes un skieur d'un bon niveau, hein. Le niveau, c'est pas les kilomètres, hein. Il y a des gens qui poussent encore comme ça et ils font 3000 bornes à l'année. C'est pas ça, hein. C'est avoir une vision de ce qu'on est, prendre une vidéo, des fois lui montrer voilà comment je skie, qu'est-ce que tu me recommandes. Et pour le reste, ça devrait faire, hein. Si tu poses la question 3-4 jours avant, ils vont chercher ce qu'ils ont et puis vont te proposer. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous achetez une voiture, vous n'arrivez pas chez le concessionnaire, vous la prenez, vous allez l'essayer, voir si ça vous convient. Il y a des skis à moi qui ne me conviennent pas. Ils ne renvoient pas assez parce que je suis plutôt cuisse, je fais beaucoup de vélo. Aujourd'hui, il y a un no-suiveur qui m'a posé la question. Il est dans sa voiture, il m'a dit aujourd'hui, je ne peux pas te poser la question, est-ce que tu peux me répondre? Donc, je lui ai répondu via message. Mais en gros, c'était ça. Mais j'ai regardé avant son profil, la photo de profil, c'est un cycliste. Et donc, c'est quelqu'un qui a des cuisses puissantes. Même si le FA il est un peu haut, lui il va pouvoir le tenir. C'est-à-dire que si jamais il fait 70 kg et on lui propose un 76-78 kg, avec les cuisses qu'il a bien costauds, il ne va pas se fatiguer, il en tirera profit, parce que lui il va l'écraser. Par contre, quelqu'un qui n'est pas préparé et qui a une FA bien au-dessus, il ne finit pas les 10 bornes, il a les jambes coupées. D'accord, hein? Donc si vous êtes fatigué sur des skis, ça peut être aussi dû à ça, hein. Pas simplement pulmonaire, je vous dis fatigue musculaire. La longueur du ski est importante. La plupart du temps, oui, il y a eu à une époque, on avait un souci avec une marque. Il fallait prendre des skis un peu plus longs, bien au-dessus, 15 cm au-dessus. La plupart du temps, ta taille, plus entre 8 et 10 cm, ça suffit. En skate, en tout cas, c'est ce qu'il faut, hein. D'ailleurs, quand on part sur des tables, les fabricants ils ne vont pas faire des skis pour tout le monde. Ils prennent des tables un peu comme dans la mode, quoi. On a des tailles, on dit ben voilà, monsieur tout le monde il est où? Et voilà, on lui propose ça. Donc sur les tailles, 1m70, la plupart du temps vous faites entre 65 et 70-72 kg. Pour quelqu'un qui fait du sport, si vous achetez un bon ski, c'est que vous êtes sportif et vous faites une activité régulière. Donc la plupart du temps vous êtes bien proportionné. Après il y a des gabarits hors normes, notamment certains triathlètes qui sont plutôt filiformes, des bonnes cuisses. On a des cyclistes qui font du ski de fond, qui s'alignent sur des courses, pareil, hein, ils sont plutôt légers mais avec des bonnes cuisses. Donc là, on tombe sur des gabarits un peu hors normes et là, mais il va falloir tester. C'est pour ça que je vais enchaîner sur les tests. Vous pouvez aller louer une paire de skis.
par rapport à ce qui vous convient avant d'investir 500, 600 euros. Hein. C'est pas les 30 balles qui vont vous faire boiter, quoi, parce que là, c'est un engagement. Hein. Vous achetez un ski, vous allez peut-être garder 6-8 ans, s'il est bien entretenu. Et puis, si vous investissez, faites les choses bien. Louez la paire de skis. Il y a des shops qui ont des skis courses pour ça. Hein. Ils les mettent de côté. C'est vraiment des skis qui vont enclencher une vente. Donc, si le magasin voit que vous êtes sérieux, que vous avez des bonnes questions et que vous êtes partant pour faire une location, la plupart du temps, en plus, si vous achetez le ski, vous la retirez la location. Donc voilà, essayez de tester les skis, hein, parce qu'il y a des skis qui correspondent à des profils. Et pareil que pour les bottes, hein, vous avez bien vu, il y a certaines bottes qui ne vous vont pas, vous conviennent pas, et puis d'autres oui. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors oui, ici, skin idem. Les skins, oui, pour les pots. Ah non, là pour les pots, là on est sur des grosses hauteurs, je pense qu'il y a un protocole. Là franchement, j'ai fait des farts d'accroche et j'ai arrêté, c'est complexe. Déjà, quand on ne vous connaît pas, il y a deux gros fabricants au monde, hein, Rode et Swix, c'est des millions de poussettes. Nous, si on s'engageait sur de la fabrication industrielle, c'était 15 000 poussettes par référence. Mon catalogue, c'était 12 poussettes, je crois, et 10 clistères que j'ai développé à l'époque en 2006 avec l'équipe de Norvège quand j'étais sponsor officiel. Donc c'est quelque chose que j'ai écarté et depuis je ne me suis pas forcément intéressé au classique. Je sais que la chambre à fart a diminué grandement de par cette façon de skier en double poussée tout le long. Maintenant je crois qu'elle est un peu plus longue, mais je préfère pas rentrer dans ce genre de détails parce que je ne maîtrise pas. Voilà. Alex, alors qu'est-ce qui fait la différence entre deux marques de ski données pour la même masse? Exemple entre Rossignol et Fischer, la construction interne du ski. Oui, les constructions, les matériaux que j'utilise, où ils positionnent les fibres, la longueur des fibres, parce qu'il y en a qui mettent peut-être 2-3 fibres, il y en a qui mettent sur du Toulon, il y a la plaque qui est au-dessous de la fixation. Maintenant, je sais qu'il y en a qui mettent du carbone dessous pour rigidifier. Donc en fait, chaque construction, du moins en tout cas, elles sont différentes. Il y a aussi les côtes qui sont différentes. Hein, c'est un peu plus taillé en guêpe ou moins. La spatule est plus ou moins couchée. Donc le camp, par exemple, Rossignol, c'est vrai que c'est un camp un peu plus réparti, un peu plus haut. Mais après, quand on le met à plat, on a à peu près les mêmes choses. Donc sinon, il n'y aurait que des gagnants avec Rossignol ou que des gagnants avec Fischer au niveau des compétitions. Hein. C'est vraiment des produits équivalents. C'est simplement des athlètes. Nous, on prend les athlètes, on les fait tester, on va sur un glacier. La plupart du temps, les marques sont là-bas. Elles nous attendent, on fait un test. Et puis, il y a des gens qui commencent à se dire tiens, ben voilà, moi, j'aimerais bien tester Salomon parce que je me sens bien dessus. C'est moins raide qu'il y a 4-5 ans parce qu'ils ont changé. Hein. Tout le monde évolue. Et inversement, chez Matchus, peut-être qu'ils étaient trop souples et puis ils sont devenus un peu plus durs. Donc c'est une question de feeling. Donc prenez mon conseil au pied de la lettre, louez et achetez, plutôt que d'acheter et puis après vous rendre compte que vous n'avez pas quelque chose qui vous correspond. Ne serait-ce que parce que vous êtes mal évalué au niveau du comportement, votre position sur le ski, vos angles d'attaque, il y en a qui sont sur les genoux à l'intérieur, qui prennent trop d'angles d'attaque, et en fait on glisse sur les semelles. On incrimine les semelles alors que c'est votre technique d'appui. Voilà. Donc, ouais, entre Rossignol, Alex, les différences, elles sont plutôt sur du comportement, mais pas sur les valeurs que je t'ai données, là, sur la FA. C'est-à-dire que si tu as une FA de 70 kg et tu pèses 69 kg, avec un Ross et avec un Fischer, si c'est bien mesuré, tu l'écrases le ski, tu le mets à plat et tu le glisses bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, sur le comportement, là, on rentre sur du technico-commercial que, comme je l'ai dit au début, je ne voudrais pas rentrer là-dessus. Bernard, alors je sais mal la relation entre HR et FA, j'ai bien compris l'intérêt de FA, mais pas de HR dans le choix d'un ski. Alors en fait, la hauteur résiduelle, c'est un peu la hauteur du pont moyen. C'est-à-dire que quand tu vas être en... moi, je l'ai résumé
Parce que si ton cambre, cette hauteur résiduelle est petite, c'est-à-dire autour de 1,9, 2, ça va être sur des neiges compactes. C'est pour le type de neige. Voilà ce que je voulais dire, Bernard. C'est pour un type de neige. Hein, les neiges qui sont dures, compactes, eh bien, un cambre qui n'est pas très haut, ça va très bien. Sur des neiges qui brassent, des neiges en fin de saison, tout ça, pour sortir de la bosse, il faut du ressort, il faut avoir des bonnes cuisses, il faut avoir un cambre haut. Donc le HR à 35 kg, c'est quelque chose qui va t'orienter sur quel type de neige je vais tirer un meilleur profit de mon ski. Voilà. L'AFA, c'est pour mettre à plat le ski et que ce ski glisse avec un film d'eau continu. Fischer donne des chiffres tout autres en multipliant notre poids par 1,2. Oui, Raphaël, je pense que ça a évolué. Moi, je veux te dire, hein, 14 ans en Coupe du Monde avec Victoria, les tickets, je ne l'ai jamais regardé. Hein. On ne regarde pas, on prend, on saute, on lui dit tiens, voilà, file-moi quelque chose pour de la neige dure, compacte. Son poids, il regarde un peu, il la connaît, hein, puisque sur le circuit tout le monde connaît les athlètes, et puis il va te proposer un lot, on prend le lot et on le teste, parce qu'après à l'intérieur de ça, il y a des fois des choses qui diffèrent. Donc je pense que les protocoles que tu as donnés, Fischer, avec ton poids par 1-2, c'est des réajustements qu'ils ont dû faire. Oui, Gabriel, salut. Lorsque, comme nous, on achète en direct à la marque, même si on précise le poids de l'athlète, j'ai reçu des skis précis toujours plus ou moins 7 kg. Et on me répond qu'ils vont très bien fonctionner. J'étais ski avec la feuille, ça semble précis aussi. Oui, je pense que l'histoire de vous parler de... Moi, je voulais vous présenter le test de la feuille. Si je vous ai parlé du test digital, c'est pour vous orienter, pour vous dire, ben voilà, il y a des gens qui vont vous proposer un ski qui peut-être ne vous correspond pas. Et le meilleur choix, quand c'est pas un fabricant, voilà, je pense que si le fabricant il t'a envoyé un ski, même s'il est étiqueté plus 7 kg, et puis qu'il te l'a dit qu'il va bien fonctionner, je pense qu'il va bien fonctionner. Il ne va pas prendre le risque d'avoir un retour. Donc il va bien fonctionner. C'est plutôt pour les gens qui achètent des skis, soit en direct, soit sur internet ou quoi que ce soit, il faut anticiper les choses. Donc la mesure digitale, avec une machine qui a 30 balais, avec un protocole qui est vieux, c'était juste pour vous faire un parallèle qu'avec une feuille à 4, si vous avez compris le concept, on s'en sort bien. Voilà. Écran noir et sablier tournant, idem pour vous, la vidéo est revenue. Oui. G pour Georges ou Gabriel, ou... je ne sais pas. Je pense que c'est un problème au niveau de votre réception. Chez vous, moi, je vois que j'ai au débit, j'ai une fibre optique de 100 mégas. J'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Je crois qu'il n'y a que vous qui avez ce souci-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu descends pour voir si on n'a pas réduit. Alors non, pas eu de coupure. Merci Pascal. Donc voilà. C'est juste un... Tu peux descendre sur la liste pour voir s'il y a d'autres questions, s'il te plaît. C'est tout. Non, c'est tout bon. La longueur du ski, c'est bon, on a vu ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? On arrête sur la mesure du cambre? Des doutes? Vous allez recevoir le memento avec un petit récapitulatif. Il y aura le petit schéma que je vous ai montré avec le cambre, les forces, tout ça. Et il y a le replay. Je vais essayer cette année de vous mettre des marqueurs pour pas avoir à aller se taper tout. On va mettre des raccourcis sur le timing pour que vous puissiez voir par exemple les tests à la main, à la feuille, pour le prendre à la maison et voir un peu si ça fonctionne et si vous devez typer ou pas un ski. Sachez que des skis, est-ce que j'ai des vieux skis? J'ai pas des vieux skis. On va prendre un truc là. Ça, c'est les skis qui ont été fartés, refartés. C'est mes ski tests. Voilà. Eux, ils sont annoncés. Tu mets le zoom. Ils sont annoncés en 2-2. Ouais, je vais descendre.
Maintenant, ils sont à 2-1. Voilà, ils étaient annoncés à 2-2 et ils ont déjà 4 ans. Et voilà, à force de farter, de chauffer, eh bien, ils baissent. Je vais reprendre, je vais vérifier par rapport à... Oui, ils sont à 38, ça ne pas bouger. 31 derrière. 25. Vous voyez, ça a bougé, même les mesures des fois. Sont indicatives. Voilà, alors si j'ai pas d'autres questions, je vais vous montrer. Bon, est-ce que déjà vous avez trouvé ça intéressant ou pas de savoir un peu cette histoire de force appliquée, de hauteur résiduelle, de choisir son ski, le typer, faire son propre test à la maison et avoir le cœur net sur comment je choisis mes skis. Est-ce que c'est bon pour vous? Gabriel, ah mais oui Ferdinand, je sais pas, ta fille elle a ski aujourd'hui, dis-moi, elle a eu son test aujourd'hui ou pas? Je me souviens plus. Oui, on en a parlé hier, donc c'est aujourd'hui, ça s'est bien passé? Merci Thierry, il faudrait changer un ski au bout de combien d'heures de pratique? Je pense que moi j'ai des skis, je vais vous dire, il y a des skis qu'on a gardés 10-12 ans parce qu'ils ont des semelles excellentes et à force de les serrater, elles sont devenues très très bonnes. Donc je pense que quand on a des skis qui glissent bien et qui ont encore du ressort sous le pied pour monter des buts, tout ça, je pense qu'il faut les garder. On s'en fout du design. L'important c'est que c'est un ski qui répond bien. Donc c'est pas une histoire d'heure la plupart du temps. Quand tu fais ton test, je pense que si tu écrases, si tu as double appui comme ça, et là tu n'arrives pas à sortir la feuille, c'est que le cambre il est vraiment en bas, là où il faut le changer. D'accord? De rien, Ludo, Patrice, Thierry, donc Gabriel Ferdinand, parfait. Donc vous aurez le lien. Je vais passer sur le défarté en fin de saison. Je vais faire une petite pause d'une minute le temps que je monte à table. Et voilà. Donc je voulais vous montrer un truc, c'est... Voilà. Ça c'est un ski stocké depuis l'an dernier. Zoom, voilà. Là, ce qu'on voit en fait, c'est de l'oxydation. Vous voyez?
Donc en fait, même dans une housse, ça s'oxyde, hein, c'est en contact avec l'air. C'est de l'oxydation. C'est pas la couleur du fart. Donc, ce que je fais, moi, si vous passez le fer, ce que vous allez faire, c'est incruster cette oxydation à l'intérieur de la semelle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le sèche-cheveux et je ramollis. Regardez, c'est dégueulasse. C'est tous les dépôts qu'il peut y avoir dans l'atmosphère. Donc là, moi, je les ramollis juste pour enlever la partie supérieure. Hein. J'ai pas attaqué le fart. Vous voyez, là, si j'appuie un peu plus, on voit bien du fart. Hein. C'est juste pour enlever la partie oxydée. Et après, j'attaque brosse métal et puis après fibre. On essaye de pas trop en mettre. Je passe la fibre. Vous vous souvenez du mouvement? Je pointe. Je passe la fibre, je l'intercale. Un coup de polish. Et voilà. Là, vous pouvez faire votre première sortie avec le fart que vous aviez. Sinon, vous pouvez farter avec du cold, du LF cold, du CH cold quand on est sur les premières sorties après avoir défarté. Hein, parce que je ne sais pas comment vous avez stocké l'an dernier. Hein, ceux qui ont mis le S2, vous savez, le liquide catalyseur, le produit, il va absorber toutes les merdes qui sont au fond. Et vous pouvez les ressortir après en début de saison. Donc le mieux c'est de farter LF Cold ou LSI Cold pour le premier fartage avant votre première sortie. Voilà. Sèche-cheveux, pas de madame. Moi j'ai dû en racheter un. Voilà. Il m'a dit que c'était plus le même depuis que j'ai farté avec. Oui Alex, au lieu de sèche-cheveux, pourquoi ne pas passer le fer? Ben parce que tu vas enfoncer tous les dépôts d'oxyde. Hein, toute l'oxydité que tu as au-dessus, tu vas la mélanger, elle va passer au-dessous par gravité. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, je passe le sèche-cheveux parce que le fer, à partir du moment où tu le mets en contact, c'est point de fusion, il y a tout qui se liquéfie, ça va tomber au-dessous. Donc
sèche-cheveux, tu grattes cette partie, hein, c'est un peu comme si tu rabotais juste la partie oxydée. Et derrière, tu as vu, brosse, fibre, brosse métal, fibre, et brosse nylon, et polissage. Et c'est nickel. Là, il est vraiment nickel. Hein. On met le zoom. Je ne sais pas si on voit. Hein, elle me dit d'aller un peu plus large. Voilà. Sans effort. Pour un ski neuf. Le ski neuf, le protocole, en fait, ça va être l'objet du prochain webinaire. Je vais parler des skis neufs. Là, je vous ai parlé comment choisir. Donc, ceux qui vont l'acheter, ils voudront faire le premier fartage. Je peux en parler rapidement là, pour Christian. Non, pardon, pour Julien. Le protocole, en fait, c'est un fart qui est un fart liquide la plupart du temps, même si c'est un fartage à chaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le ski est sorti du moulage, et puis qu'on l'aura botté sur les côtés, ils vont le poncer pour avoir une semelle bien plate, bien plane, avant de le structurer. Hein. Donc, ponçage, et toute cette particule de ponçage, elle reste incrustée à l'intérieur du ski. Donc eux, il faut qu'ils bossent, quoi. Et donc ils vont passer un fart à chaud ou un fart liquide, et pour pas que la semelle s'oxyde. Et puis c'est ce que tu auras, quelque chose avec des poussières à l'intérieur d'usinage, de ponçage. Donc la plupart du temps, le premier objectif à faire, c'est de farter à chaud, racler à chaud, pour faire ressortir toutes ces merdes. Donc sur 2-3 fartages, qu'ils soient successifs ou pas, moi je préfère les faire successifs. Tu vas voir ce que je t'ai montré tout à l'heure là, c'est-à-dire des dépôts, montre, voilà, des dépôts de crasse qui vont remonter. Donc après ça, le protocole c'est toujours brossage métal, hein, pour enlever toutes ces petites particules qui sont assez grossières. Puis après la fibre de corindon, ça c'est obligatoire. Hein, donc c'est un poil qui est enduit, c'est un poil nylon qui est enduit d'un minerai, du corindon, et qui arrive à rentrer à l'intérieur des microstructures pour curer tout ça. Donc c'est un très très bon défarteur. Ça, je défarte avec ça, je n'utilise plus de solvant. Et derrière ça, on va brosser nylon, et on va policher pour dépoussiérer. Et ça, tu le fais deux fois sûr, et une troisième fois si tu continues à avoir des traces noires. Donc j'ai eu un client, d'ailleurs je remercie tous les gens qui me posent des questions un peu hors contexte. La plupart du temps, elles sont bienvenues parce que je ne peux pas aborder tous les sujets. C'était quelqu'un qui avait régulièrement des marques noires alors qu'il fartait. Donc il raclait, il y avait toujours du noir qui sortait, du noir qui sortait. Je lui ai montré comment moi je fais, quel protocole pour pouvoir identifier si c'est de la semelle ou de la crasse. C'est très simple, vous récupérez votre fart sale, noir, hein, vous le mettez sur du papier sopalin plié en deux, vous le couvrez, vous passez le fer, ça va fondre, le sopalin il va absorber la cire, mais pas le polyéthylène, si c'est du polyéthylène. On prend les petites crasses noires là, on fout le feu, on ne respire pas. Si la fumée elle sort noire, eh bien c'est du polyéthylène, donc on a encore de la crasse dessous. Soit il avait une règle trop aiguisée, donc il faut un petit peu casser l'angle pour pouvoir pas trop soulever au passage, hein, parce qu'il y a eu des séries de ski où les semelles étaient un peu tendres, et on avait ce guillotinage là de semelles qui réapparaissait à chaque fartage. Donc voilà, lui il a fait le test et finalement c'était de la crasse, c'était pas de la semelle. Voilà pour pourquoi ne pas gratter sans réchauffer. Alors Christian, voilà, ça c'est un des premiers tutos où j'explique pourquoi, parce que tu as le chimiste devant qui va te dire qu'entre une molécule chaude, qui est chaude, et puis une molécule qui est froide, c'est simplement de la distance entre les atomes, tu as le même produit. Alors quand tu passes un fer à farter, tu as le produit qui est chaud, hein, tu as toujours le même produit, mais il est un peu plus malléable parce qu'il y a un peu plus de distance entre les atomes. Donc pourquoi attendre la fin, hein, s'il ne descend pas plus, parce que la plupart du temps quand il est en contact avec la semelle, il a perdu 20 degrés, alors qu'on l'a fondu à 80, 88 degrés, c'est son point de fusion.
même si ton fer est à 120, en fait, ce que tu fais, c'est que tu lui envoies un peu plus d'énergie pour que ça aille très rapidement. Mais la paraffine, elle, quand elle a touché la semelle, elle ne va pas descendre plus. Hein. Quand tu passes le fer, en fait, ça va l'étaler. Elle la saisit au-dessus. Et donc, si tu attends en plus, ça refroidit, tu as bien vu que tu te cambres sur la racle pour pouvoir racler. Et c'est comme ça qu'on enfonce et qu'on commence à avoir des semelles concaves ou convexes sur les champs parce qu'on on va racler à froid. Et moi, donc, je préconise, puisque c'est le même produit, pourquoi racler à froid et endommager la semelle si on le fait à chaud. Hein, imagine-toi que tu tartines une biscotte, tu la tartines avec du beurre tendre ou du beurre dur, tu n'as pas le même résultat. Avec du tendre, c'est bien étalé et tu manges toujours une tartine beurrée. Avec du dur, ben, tu n'en étales pas par-dessus, partout, et t'en fous un peu partout et tu pètes la biscotte. Voilà, ça c'est l'image que je veux te donner par rapport à une semelle. Pourquoi elle n'a pas gratté sur ça y est, c'est la dernière? Non. Voilà. D'autres questions sur ce qu'on vient de voir? Le produit S2, celui que je vous ai préconisé, qui est en fait dans le kit semelle au top, maintenant je l'ai vendu à part parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé à part. C'est un produit que je mets régulièrement. Sur des neiges froides, c'est tous les 3-4 fartages, mais sur des neiges chaudes, pratiquement sur tous les fartages. On n'en met que 2 gouttes, hein, c'est pas une giclée qu'on en met. Avec une fiole comme ça, vous faites au moins 3 saisons. C'est un catalyseur, donc ça accélère en fait le processus. Ce qu'on veut, nous, c'est que le fart, il descende le plus vite possible et le plus près possible du fond de la structure. Et donc récupérer les crasses s'il y en a, et sinon lui permettre d'accrocher sur les parois au fond des structures, ce qu'on n'arrive pas à faire quand on a de l'air, hein, parce qu'entre le fer, le fart et la semelle, on a toujours de l'air. Donc voilà, le SD, je l'ai mis en place pour ça. Il y avait d'autres marques qui le faisaient, qui le font toujours. Moi, je l'ai mis en avant et les gens ont accroché. C'est un produit que vous pouvez utiliser régulièrement sur des neiges tempérées à partir de mi-janvier jusqu'à la fin de saison, et moins en début de saison. Moins parce qu'un fart dur, il racle, il décrase bien au fond, et comme ce produit est un peu gras, vaut mieux avoir des farts moins gras sur le début de saison sur des neiges froides. Voilà. Alors, est-ce que la vidéo sera disponible pour visionner ultérieurement? Oui, bien sûr. Robin, je vais mettre le lien. Tu vas recevoir, si tu es inscrit, c'est le cas puisque tu es dans le chat, je vais envoyer là, j'ai dû dans 5 minutes les liens, donc le lien sur le replay et un memento qui est en fait un résumé assez succinct de ce qu'on a vu ensemble. Voilà. Je vais aussi vous donner un coupon pour ceux qui m'ont suivi et pour ceux qui n'ont pas eu le temps mais qui sont réinscrits. Vous avez un coupon de réduction qui est valable hors offre pack, parce que là j'ai fait quand même jusqu'à 30% de réduction sur les offres pack. Là vous pouvez faire sauter avec les 10% la plupart du temps les frais d'envoi. Voilà. Donc s'il n'y a pas plus de questions, je vous dis à la semaine prochaine. J'aimerais... Ah, il y en a une autre, pardon. Christian. Quel tissu vert pour utiliser? C'est de la fibre de corindon. Ça ressemble au tampon-jex, mais c'est pas le tampon-jex. Le tampon-jex, ce que tu as pour faire la vaisselle, c'est un nylon qui est plus grossier, il est plus gros, et c'est que du nylon, hein, du PAC6. Là, c'est un nylon qui est tendu avec du corindon. Hein, c'est hyper abrasif, ça te permet de décrasser le fond des semelles, de réaviver les structures. C'est à passer en intercalant avec une brosse pour avoir une surface bien plane. Voilà. Là, on le fait à plat et ça efface les micro-rayures dans le protocole de la reprise, tu sais, avec le kit semelle au top. Hein, on va boucher les micro-rainures. D'ailleurs, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont contacté, beaucoup sont contentes, et d'autres ont eu des difficultés, je les ai aidés, on a réussi. Hein. Sur ce point-là, pour ceux qui l'ont déjà, il faut que la semelle ne soit pas oxydée, parce que l'oxydation, c'est plus du polyéthylène, donc pas de miscibilité avec tous les plastiques. Hein. Il faut enlever cette couche blanche, blanchâtre,
avec la corindon, celle-là. Si on n'y arrivera pas, on n'y arrive pas avec la fibre, on passe la lame et on essaye d'avoir une surface noire avant d'attaquer à reboucher les trous et les rayures. Donc Christian, cette fibre-là, elle est pas chère en plus et elle est euh, très utile. Voilà. Donc je pense qu'on a tout vu. S'il n'y a pas d'autres questions, comme je vous ai dit, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp par rapport à ce que je vous envoie. La semaine prochaine, je vais faire un tuto spécial pour les liquides. Voilà, je me suis équipé d'une caméra infrarouge. On va voir et je vais vous démontrer qu'avec un bouchon, un rotatif, on arrive à appliquer un fart aussi bien qu'avec un fer, c'est-à-dire qu'on arrive au-dessus du point de fusion, il sublime et puis il rentre dans les structures pour avoir un fartage aussi bien fait. La seule chose qu'il y a en différence avec un fart solide, c'est simplement une histoire de quantité. Là, avec un liquide, vous avez une quantité optimale, c'est-à-dire vous avez un nappage de la structure avec le fart qu'il faut, la quantité optimale. Mais vous pouvez farter 2 fois d'affilée pour les gens qui font des longues sorties ou partir avec votre pack et faire ça sur les pistes. Voilà, donc on fera le portefeuille que tu préconises est parfait. Merci Ferdinand. Gabriel. Monsieur Gabriel, pardon. Donc voilà, je pense qu'on se voit la semaine prochaine. Je vous envoie ça tout de suite par mail et puis je vous dis à bientôt, bon ski. Et si vous avez des sujets que je n'ai pas abordés l'an dernier et que vous voudriez voir apparaître, n'hésitez pas, vous me faites une suggestion. J'en parle autour de moi, je regarde un petit peu si j'ai pas eu d'autres mails qui correspondent à ce genre de questions. Même si vous pouvez incruster des questions un peu comme aujourd'hui, un peu de tout sur le camp hein, ou sur autre chose. Voilà. Eh bien, merci bien et à bientôt. Au revoir.